Aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre au sommet de la Rune, la montagne sacrée des Basques, perchée à la frontière franco-espagnole, à un battement d'aile de l'Atlantique et ses plages de surf. Et j'ai rendez-vous avec Andoni Iriarte et sa mule qui vont nous escorter tout au long de la descente de cette Rune sur le territoire d'un oiseau extraordinaire, très rare partout en France, sauf ici, dans ces montagnes basques. Et ce grand oiseau, l'un des plus grands d'Europe, avec plus de 2,50 m d'envergure, ce grand oiseau, c'est le vautour fauve. Et je suis sûre que chemin faisant, la montagne basque va se révéler sous bien des histoires. Avec plus de 600 couples nicheurs, les Pyrénées françaises accueillent la plus grosse population de vautours fauves du pays. Ces rapaces très particuliers se nourrissent exclusivement de charognes et se plaisent dans la promiscuité de colonies, nichant sur les mêmes falaises au fil des générations. Nous allons arpenter les cimes et vallons de cette province basque du Labour, sur le territoire du vautour. Myriam, on est en haut d'une montagne là, mais il y a quand même beaucoup de constructions ici. Oui, mais ici, on est en haut de la Rune. Alors, c'est déjà la montagne sacrée des Basques et on est pile à la frontière. Et à la frontière, traditionnellement au Pays Basque, il y a ce qu'on appelle des bentas. Ce sont les endroits où se faisait tout le commerce qui était un peu illicite à l'époque et qui est devenu très licite maintenant et très touristique. Donc là, ça veut dire qu'on est en France. Là, on est en France et de l'autre côté de cette benta, on est en Espagne. Donc, on est pile à la frontière. Mais venez, suivez-moi. Je vais vous montrer les bornes frontières qui sont sur la crête. Et la borne de frontière, elle est là. Il y en a tout au long de la frontière. Ça, c'est la borne 25. Et moi, à défaut d'enfourcher des potiocs, je peux me mettre à cheval en France et en Espagne. C'est pas beau ça? Et c'est ce que nous allons faire tout au long de la descente de cette Rune, puisque nous allons suivre le chemin des contrebandiers. Ici, traditionnellement, on passait les marchandises d'un pays à l'autre. Et comme vous le voyez, tout le petit peuple basque ignore totalement les frontières, que ce soit les potiocs, les brebis, les hommes ou les vautours. Bon allez, tu viens, on va rejoindre Andoni et sa mule Pampina, qui veut dire petite poupée en basque. Alors j'ai fait le tour de la benta et voilà, il est là. Bonjour Pampina. Bonjour Andoni. Bonjour. Tu vas bien? Oui, toi aussi? Pas trop dur la montée? Non, ça va, ça a été. J'aide Andoni à battre un bas, c'est avec un accent circonflexe sur le A. Battre un animal, ça permet de transporter des marchandises. Bien équilibrer le poids parfaitement de chaque côté, parce que sinon après ça tourne et c'est pas bon, hein Andoni? Non, c'est important. On répartit la charge dans les deux sacs. Il faut que ce soit parfaitement réparti parce que sinon ça tombe d'un côté ou de l'autre. Et ça permet quand même de transporter de la marchandise. Et traditionnellement, toutes les marchandises montaient à dos de mule. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Les contrebandiers les utilisaient parce qu'elles étaient... les mules étaient très adaptées pour la montagne parce qu'elles ont un pied très sûr. Du coup, ça permettait aux contrebandiers de pouvoir transporter des marchandises en ayant une dizaine de mules les unes derrière les autres et sans avoir trop de problèmes. Ce qu'on appelait des trains de mules. Voilà, tout à fait. Au fait, Myriam, c'est quoi la différence entre une mule et un âne, par exemple? Une mule, c'est un croisement d'âne et de cheval, mais pas n'importe quel croisement. On va faire appel à notre experte. L'âne et le cheval, bien qu'appartenant à des espèces et à des genres différents, sont capables d'avoir des petits ensembles qui sont donc hybrides, qui sont stériles, mais vivants. Ces petits sont soit le fruit d'un étalon et d'une ânesse, soit le fruit d'un âne et d'une jument. Et leurs qualités sont très différentes.
Quand le papa est un étalon et la maman une ânesse, ce qui n'est pas très facile parce que la différence de taille est assez grande, le petit est un bardeau, si c'est une femelle on dit une bardotte ou une bardine, et on dit de ces bardeaux qu'ils cumulent les défauts des deux parents. Ils ont le caractère capricieux du cheval et la relative faiblesse de l'âne. Quand le papa est un âne et la maman une jument, ce qui facilite beaucoup la naissance puisque la maman est beaucoup plus grande, le petit est une mule ou un mulet si c'est un mâle, et dans ce cas, on dit qu'elle cumule les qualités des deux parents ayant le caractère sobre, facile de l'âne et la force du cheval. Et la mule a été très élevée pendant des siècles et c'est grâce à elle que l'on a pu conquérir l'Ouest. Oh professeur, j'ai retrouvé ça dans vos affaires. Mais pas du tout. Bah, si, regardez, il y a votre nom dessus. Mon nom, mais... Ah oui, c'était pour un carnaval, oui. Si bien que la mule, comme le bardeau, étant des hybrides d'espèces différentes, sont tous stériles. Donc on n'a jamais de bébé de mule ou de bébé de bardeau. Il y a quelques mules qui ont quelques jeunes, mais enfin c'est rarissime. On continue. Tiens, regarde, derrière toi, il y a plein de vautours qui volent là. Regarde, il y en a plein. Il doit y avoir une carcasse dans le coin parce que... Nos premiers vautours. Hein. Ah, magnifique. On en aperçoit quasiment à chaque balade, on a un vol de vautours qui passe au-dessus de nous. Donc là on arrive sur la crête de la petite rune. Ouais. Et il y a une particularité sur cette crête, c'est qu'il s'y trouve des cromlechs. C'est quoi Myriam, des cromlechs? C'est des constructions de pierre de la préhistoire. Oui, enfin, si Andoni m'avait pas dit, je serais passée 10 fois ici sans remarquer, parce que là c'est un peu abîmé quand même. Hein. Donc c'est là qu'ils enterraient leurs morts dans ce cercle de pierre. Je ne sais pas de quand datent ces cromlechs, mais à la préhistoire, il existait un vautour dont on a retrouvé des traces en Amérique du Sud. C'est pour ça qu'on l'appelait l'Argentin Pardon L'Argentin magnifique, disparu il y a 6 millions d'années. Ah oui, d'accord. Et donc, ce vautour immense mesurait 7 mètres d'envergure et 3 mètres de long pour 70 kilos, c'est-à-dire le poids d'un homme. Et il a disparu, mais on pense qu'il n'était pas capable de voler et qu'il lui fallait, enfin, de s'envoler, qu'il lui fallait des falaises immenses pour pouvoir se jeter dans le vide, comme font toujours les vautours aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Ah bah ça, c'est des potiocs. Il y a tous les styles là. Hein. Donc ça, c'est du potioc de montagne. Petit et robuste. Et après, il y a le potioc de prairie, qui est un potioc qui a été amélioré en y ajoutant une autre race de cheval pour en faire un poney de sport. Oui, voilà, plus qu'on sport, utilise plus. Dans le concours, dans l'attelage ou dans les centres équestres. Alors ces petits potiocs qui vivent, qui naissent et qui meurent dans la montagne, ça c'est une source de nourriture pour les vautours. Une carcasse de potioc, ça nourrit... Ça nourrit une bonne dizaine de vautours. La nuit tombe vite, hein? Oui. Il va être temps qu'on arrive à notre cabane parce que... On est bientôt arrivé. Ouais, on va se faire surprendre. Donc ça va aller. Sinon... Oh tiens, regarde. Regarde. Là. Là. Ah ouais, bah, c'est une fleur quoi. Tu vois ce que c'est cette magnifique petite fleur? C'est une fleur. Ouais, c'est un crocus. Tu vois les étamines oranges au milieu? Eh ben, c'est ce qui donne le safran. Et comme le safran, c'est récolté à la main, il faut faire sécher les fleurs. Et tout récolté à la main, c'est l'épice qui coûte le plus cher au monde. C'est de l'or en fleurs. Et on peut repartir.
doucement. On entend beaucoup parler autour de nous là de vautours qui seraient passés d'un comportement nécrophage à un comportement prédateur. Alors franchement, moi j'ai un peu du mal à y croire, bien qu'il doit y avoir des parcelles de vérité un peu partout, mais Quand ils arrivent en groupe, ils arrivent au moment où la jument met bas, le poulain il n'a même pas le temps de se lever, qu'ils l'ont déjà, ça c'est un comportement attaqué. très nouveau. Oui, mais c'est parce que C'est parce qu'on a interdit de laisser les bêtes Voilà. dans la montagne, c'est ça? L'équarrissage naturel a été interdit, donc les agriculteurs ne pouvaient plus mettre leurs bêtes qui mouraient en haut, en montagne pour qu'elles puissent être mangées par les vautours. Vu qu'ils n'étaient plus chassés, se retrouvaient en surpopulation et à mourir de faim. Donc au final, pour pas mourir, ils se sont mis à attaquer des proies vivantes. Donc là, on arrive à ce qui ressemble à une bergerie, sauf que ça n'est pas une. Alors, c'est d'ici qu'on tuait les vautours. Oui, tout à fait. Il y a une 50aine d'années, c'est ça? Oui. Tu vois là, ça. Tout ça, c'était des petites meurtrières. De là, on pouvait tirer les vautours sans se faire voir. D'accord. Regarde, il y a de quoi faire le feu. On va préparer ça. Et on va aller poser les affaires à l'intérieur. Tu vois, Arano Chola. C'est ce que nous a dit Andoni. Ça veut dire quoi? La cabane de l'aigle. Un berger nous confie une carcasse pour un équarrissage naturel. On attend les premiers gourmands. Si les vautours sont chauves et déplumés du cou, c'est pour rester propres. Ils peuvent ainsi plonger au plus profond des entrailles sans salir leurs précieuses plumes. Leur collerette à la base du cou marque la limite de leur plongée en eau trouble, sachant qu'ils pénètrent souvent par l'anus de leur déjeuner, car leur bec trop faible ne leur permet pas d'en crever la peau. Et pour les humains qui n'ont pas les capacités de digestion des vautours, la région nous offre une plante aussi jolie qu'utile. On y produit une plante unique en France métropolitaine, c'est le piment. Ici, on est entré dans un champ de piment, puisque nous sommes à Espelette, c'est une AOC. Le piment, ce n'est pas une plante française, elle vient d'Amérique. C'est une cousine de la tomate et de la pomme de terre, c'est la famille des solanacées. D'ailleurs, si on regarde la fleur, c'est une fleur typique de solanacées. Et ce piment, il se plaît ici dans ce climat très doux. On est en décembre, il y a encore beaucoup de fruits sur les arbustes. Et là, c'est là qu'on sèche les piments. Ah, c'est joli. Donc, quand le piment est récolté, on le met à sécher sur les clayettes, comme ça. Parce que c'est une fois sec qu'il est intéressant, qu'on peut le conserver. Le vautour est un véritable cul-de-sac épidémiologique pour tous les virus, les bactéries qui poussent sur la viande avariée dont il se nourrit. Et nous, pauvres humains, on a un système digestif beaucoup plus fragile et tout ça serait mortel pour nous. Mais on a le piment qui est un véritable allié de notre digestion. Déjà, quand on en mange, ça augmente la sécrétion de salive. Et puis le piment, il a la particularité de tuer toutes les bactéries, tous les champignons qui poussent sur la viande. 85% des bactéries et champignons sont tués par la capsaïne, qui est cette molécule qui donne le goût piquant du piment. Donc, mettre du piment sur de la viande, c'est la garantie d'avoir une viande saine ou sur laquelle ne poussent pas des bactéries. Et pour ceux qui sont sensibles, inutile de boire de l'eau pour dissiper la brûlure. La capsaïne, la molécule qui donne tout son piquant et ses vertus au piment, n'est pas soluble dans l'eau, mais dans le gras. Donc il vaut mieux manger un bon bout de fromage, basque évidemment. Je continue de flirter avec la frontière. Et là, j'ai rendez-vous avec quelqu'un à cette petite benta. Et ce quelqu'un, c'est Aurélien André de l'association Chayak, qui veut dire les vautours en basque. Et précisément, Aurélien est notre grand spécialiste des vautours. Voilà. Alors, la benta, elle n'est plus en activité. Mais là, on arrive vraiment à la frontière, puisque la frontière, c'est la rivière qui passe là. Bonjour Aurélien. Bonjour Myriam, Tu vas bien? ça va et toi? Ouais, super. Bon, Alors, t'es prête? Oui,
On va Tu s'enfoncer m'amènes dans voir cette belle vallée. Oui, la vallée comment? Irubela. Irubela. La vallée d'Irubela, D'accord. du nom de la rivière qui passe là. Et c'est là que nichent les vautours. C'est là que niche une partie des vautours qu'on trouve au Pays Basque. Oui. D'accord, on en voit qui volent un peu Ouais. là. Ça commence à voler, le ciel se découvre. Ah, Ça c'est devrait chouette. bien se passer. Donc Et- là, ici, on est où? Ici, on est en Espagne. D'accord. Là, on va Et- traverser la frontière pour se retrouver en France D'accord. avant de retourner en Espagne au cours de la balade. D'accord. Et les colonies, elles sont partout, tout Les autour? colonies, elles sont bien sûr aussi bien côté français que côté espagnol. Évidemment. Et début décembre, ils commencent à s'apparier en fait. C'est ça, début décembre, c'est la formation des couples, la construction du nid, les premiers accouplements. Et ils préparent une longue saison de reproduction qui va durer jusqu'en juillet, en août, voire en septembre. Ça demande des compétences aussi de devenir un vautour adulte. Et oui, il faut apprendre à voler, oui. Ça, c'est difficile parce qu'il n'arrive pas à vraiment voler en vol battu, le vautour. Il n'est pas très bon non, pour ça. non, il lui faut des courants d'air ou des courants de vent ou des courants d'air chaud. Et ça, c'est très Regarde propice ici, en été. on a un nid de vautours. Juste en face, là, on voit bien les fientes. Et on peut voir juste à droite, là-bas, Ah oui, d'accord. un vautour. On voit la jumelle. Tu veux voir jumelle? Ah oui, il y a deux vautours qui sont côte à côte là. Ah, super. Tu crois que c'est un couple, Aurélien? C'est possible. Parce que ce sont des couples qui sont assez fidèles, ils se retrouvent d'une année sur l'autre, quoi. Oui, en général, ils se retrouvent d'une année sur l'autre. Maintenant qu'on individualisait les oiseaux, on se rendait compte que quelquefois il y en avait qui divorçaient, se C'est ça, remariaient. C'est ça. On peut même avoir une femelle, par exemple, qui va s'accoupler avec différents mâles au cours de la même saison de reproduction. C'est pas mal la vie de vautour, hein? Et ce sont toujours les femelles qui choisissent. Ah ça, non, je ne saurais pas vous dire. Attends, ça c'est moi qui dis. Les vautours donc ont des petits muscles assez peu puissants pour avoir un vol battu. Donc ils ne sont pas capables de voler en vol battu très longtemps. Ça leur demande trop d'énergie. Mais en revanche, ils ont une très grande surface portante et ils sont capables, en prenant les ascendants thermiques, pour monter très 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 haut. Oui, c'est un vautour d'ailleurs qui détient le record d'altitude en vol d'un oiseau, puisqu'on a retrouvé un vautour à 12 000 mètres d'altitude, percuté par un avion en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ah, c'est C'était un vautour 12 africain. 000 mètres. 12 000 mètres. 12 kilomètres au-dessus C'est ça. du sol. C'est quoi les règles pour faire une bonne observation, Aurélien? La règle de base, c'est de ne pas déranger l'oiseau qu'on veut observer. Si on veut que l'observation soit intéressante, il ne faut pas que notre activité humaine interfère sur le comportement des oiseaux. Il faut savoir qu'ici, il y a 40 ans, quand les observateurs de Chaillac venaient observer la reproduction des vautours, il était complètement improbable de s'installer près d'un chemin pour observer un nid de vautours à 100 mètres ou 150 mètres. Et aujourd'hui, ils sont plus rassurés. Du coup, ils nous laissent approcher à une distance de sécurité. Il ne faut pas faire de bruit, il faut respecter quelques Il y a toujours règles de certaines conduite. règles à respecter, bien sûr. Myriam, il y a des os là. Oula. Ah oui, c'est du lourd là. Hein. C'est Ouais. pas une petite brebis ça. Hein. Non, probablement un potioc ou une vache. Ouais. Ouais, là on voit que les os sont bien propres. Ouais. Et le vautour fauve a bien joué son rôle de cul-de-sac épidémiologique. C'est-à-dire que les épidémies se terminent dans son estomac. C'est ça. Il a un estomac qui permet de lutter contre des maladies même comme la peste ou la fièvre afteuse. C'est des maladies qui ne se transmettent pas au vautour et qui disparaissent une fois que le vautour a ingéré les bêtes mortes. Et Aurélien, si le vautour il ne débarrassait pas de toutes ses carcasses, comment ça ressemblerait à quoi nos campagnes? Le problème, ce serait surtout vis-à-vis de la qualité de l'eau. Ici, il y a beaucoup de gens qui boivent l'eau qui vient directement de la montagne. Et si les vautours ne nettoyaient pas les cadavres de brebis ou de vaches qui s'y trouvent, il y aurait des problèmes de maladies dans l'eau. Oui, parce que les bactéries sur place, sur une carcasse en putréfaction, ça se transmet à la nappe phréatique en dessous et ça pollue tout en fait. C'est très toxique. Bon, Aurélien, là, il commence vraiment à pleuvoir fort, fort, fort. T'as pas un plan B? T'as pas un, je sais pas moi, un copain éleveur qui pourrait nous héberger? Si, on va peut-être aller voir le garde-manger des vautours. Ah, super!
par ce beau temps. Ça, ce sont des manèches alors, des têtes rousses. Tête rousse, oui. Donc il y a la tête rousse et la tête noire. Allez, vas-y. Là, c'est bon. Du coup, on entend beaucoup parler tout autour dans la montagne là, de cas de prédation de vautours sur des agneaux, des poulains, des veaux vivants. C'est un sujet polémique, voilà. Ouais. C'est un sujet polémique et où il est facile d'y insuffler un discours populiste. C'est vrai qu'il y a des problèmes, que certains vautours sont devenus, comment dire, un peu plus audacieux ou en tout cas... Poussés par la faim aussi, s'il n'y a plus d'écarissage naturel. Chacun a sa place dans l'écosystème. Donc, et je crois qu'il est grand temps qu'on revienne un peu de bon sens. Il faut remettre en place des pratiques, je dirais quasiment séculaires, des pratiques qu'il y a quasiment tout le temps eu, en tout cas ici en Pays Basque, où les paysans, quand ils avaient des animaux morts, choisissaient un endroit assez haut et un peu éloigné de l'exploitation et y amenaient les cadavres d'animaux. Et le vautour faisait son travail. On est en ce moment donc en train de mener un travail justement à ce niveau-là au sein de la Chambre d'agriculture du Pays Basque en collaboration avec l'association Chaillac, donc qui s'occupe de la protection des rapaces en Pays Basque. On a une volonté de mettre en place une politique d'aire d'écarissage à vautour, donc où, comme je le disais tout à l'heure, où chacun aura sa place. Exactement. Et dans la plus parfaite symbiose, je dirais, et entente. Donc, il faut recréer ce lien entre le paysan et la nature, le cadavre mort et le vautour. Je retrouve Aurélien dans la montagne pour une dernière visite à ces grands planeurs qui arpentent sans cesse les cieux, l'œil rivé au sol, en quête d'une carcasse. Waouh, c'est beau! Qu'est-ce qu'on est bien là? Je resterai toute la journée. On voit bien la pompe là aussi, Aurélien. Ouais, oui, c'est un bel exemple de pompe ici là. Ouais. Ça vole bien là. C'est quoi la pompe, Myriam? Qu'est-ce que tu as encore inventé là? J'ai rien inventé. Ce qu'on appelle une pompe, ce sont en fait les ascendants thermiques qui, c'est de l'air chaud qui monte comme ça en altitude et qui aspire les vautours. Mais ça va être beaucoup plus simple de vous expliquer par un petit schéma. Et là, je vais faire appel à notre experte. Savez-vous que les vautours ont la bosse des maths et maîtrisent la mécanique des fluides bien mieux que vous? Un fluide ou un gaz chauffé devient moins dense. C'est normal puisque les petites particules qui le constituent s'écartent. Étant moins dense, il est également plus léger. Eh bien, sur un sol inégalement chauffé par le soleil, se forment des petites bulles d'air chaud qui, évidemment, montent parce qu'elles sont plus légères que l'air froid alentour. Les vautours n'ont plus qu'à se laisser glisser sur le sommet de ces bulles d'air chaud qui les portent en altitude comme de véritables ascenseurs. Leur seul effort est de rester les ailes bien écartées et de ne pas quitter la bulle. S'ils décident de faire de grandes distances, c'est très simple. Ils glissent d'une bulle à l'autre et se laissent porter par ces bulles que l'on appelle des ascendants thermiques qui les transportent sur des centaines de kilomètres sans le moindre battement d'aile. Quand je vous dis que ce sont des champions des mathématiques, ils ont aussi un sacré sens de l'économie. Les vautours sont les champions de l'aérologie. Regarde, il y a deux gypaètes là qui passent. Oh, super. On les reconnaît bien, ils ont une longue queue, on voit le corps orange. Ah, magnifique. Oui. Ils sont pas loin là. Hein. C'est probablement un couple. Oh, génial. Magnifique. Hein. Ah, ça y est, ça a repris la pompe. Je vois. C'est beau. Ça doit être vachement agréable de surfer sur l'air comme ça. C'est vraiment du surf, hein? Oui, ouais, c'est ça, ouais. Là, on voit des brebis partout dans la montagne. Il y a plein de petits troupeaux épars au milieu des vautours. Elles ne semblent pas très affectées. Hein. Donc c'est une véritable symbiose, en fait, entre le vautour et l'agropastoralisme. Tout à fait. Le vautour profite de la présence des brebis. Ouais. Et les éleveurs peuvent profiter du service d'écarissage gratuit que présentent les vautours.
Voilà, vous m'avez accompagné pour cette découverte du Pays Basque, de cette nature magnifique où tout le monde vit en liberté. Et l'on a découvert ensemble que le seigneur vautour participe à la propreté de cette splendide montagne basque qui plonge dans la mer. Il y a encore beaucoup à dire et on pourrait passer beaucoup de temps sur le vautour et notamment revenir au moment où il y a les poussins et l'élevage des jeunes. Mais ça, c'est pour d'autres histoires.